Alors, je suis très heureuse de lancer ta conférence, Noémie. Donc, Noémie Beck, qu'on ne présente plus, est à l'origine de ce colloque, est enseignante chercheur en LLCER anglais à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Maître de conférences en études anglophones. Elle a soutenu une thèse en co-tutelle avec l'Université de Lyon et l'Université de Dublin sur la mythologie. Elle a co-organisé ce colloque avec Frédéric Armao, avec lequel elle a publié un ouvrage collectif intitulé Mythes et folklore celtique dans le monde anglophone. Noémie s'intéresse aux stories and histories culturelles et identitaires de la diaspora irlandaise en s'appuyant à la fois sur l'histoire écrite, l'histoire orale et l'ethnographie. En 2010-2011, elle a entrepris un post-doctorat sur l'histoire culturelle et identitaire des Irlando-Québécois francophones à la School of Irish Studies à l'Université de Montréal. Et depuis 2023, elle étudie les Irlandais qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie au 19e siècle et qui ont aujourd'hui de nombreux descendants dans les différentes communautés calédoniennes et qui sont à l'origine de ce colloque. La parole est à toi. Merci beaucoup, Stéphanie. Je suis très heureuse, évidemment, de vous partager une partie de mes recherches sur les Irlandais qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, c'est une conférence que j'ai présentée en anglais l'année dernière au congrès de Liaison. Donc mes collègues australiens normalement la connaissent. Donc j'ai quand même laissé le PowerPoint en anglais, mais je désirais faire cette conférence en français pour pouvoir m'adresser au public calédonien. Donc je vais vous raconter la vie assez incroyable de Mary Olander, qui est une Irlandaise catholique, qui s'est mariée en 1861 à Émile Louis Girard, qui était un protestant suisse. Et donc, ils se sont mariés à Nouméa. Donc, à cette époque, on reconstruit la vie d'une femme à travers la vie de son mari. Donc, je vais forcément vous parler beaucoup de Émile Girard. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une vie de 40 ans à travers 3 pays, dont les histoires, les cultures, les identités, mais aussi les environnements sont extrêmement différents, et c'est ce qui en fait la richesse. Alors, je vais commencer très rapidement par faire une introduction générale sur les Irlandais qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc c'est le Cercle généalogique de Nouvelle-Calédonie en 1898 qui a publié une quarantaine de noms de familles irlandais, et à peu près, on compte à peu près 120 individus. Donc je pense que vous connaissez tous le vitrail de Saint-Patrick dans la cathédrale de Saint-Joseph. On ne connaît pas grand-chose sur ce vitrail. On sait qu'il a été offert par la colonie des Irlandais de Nouméa aux environs de 1887 lors de la construction de la cathédrale. Alors, est toujours intéressant de se pencher sur l'origine des Irlandais en Irlande. Donc sur ces 120 individus, il y a quand même, faut quand même enlever 37 personnes sur lesquelles on ne connaît rien, où les sources sont très incertaines. Et puis il y en a 22 qui sont, 19 qui sont nés en Australie et 2 autres ailleurs. Donc il reste 61 individus. Donc on peut voir que la plupart provenaient du comté de Dublin, du comté de Clare, et c'est de là d'où venait Mary Olander, du comté de Cork, et donc c'est assez logique puisque c'est là où se situaient les ports. Sur ces 120 individus, la moitié étaient des femmes, et sur ces 60 femmes, eh bien plus de la moitié étaient célibataires lorsqu'elles sont arrivées en Nouvelle-Calédonie, et elles se sont mariées en Nouvelle-Calédonie.
Alors oui, il y a aussi des jeunes filles qui sont arrivées avec leurs parents, mais il y a aussi des femmes célibataires qui sont venues, parfois pour trouver du travail. Elles étaient blanchiseuses, agricultrices, enseignantes, etc. Donc Mary Olander fait partie d'elle. Alors je vais maintenant vous conter son histoire, tout d'abord en Nouvelle-Calédonie. Donc lorsque j'ai démarré mes recherches, je n'avais que 2 documents et 3 données. Donc je me suis dit que j'allais y passer 3 jours. Voilà, je me suis dit, enfin la plupart du temps, quand on a si peu d'informations, on trouve pas grand-chose malheureusement. Et les recherches que j'ai menées dans les archives de la Nouvelle-Calédonie, les archives australiennes et les archives irlandaises m'ont pris 4 mois. Ça a été une enquête incroyable qui m'a complètement fascinée au point de saouler ma famille avec ça. J'en rêvais même la nuit. Enfin, ça a été vraiment passionnant et je continue encore les recherches sur Émile Girard et Mary Olander. Donc, qu'est-ce que j'avais pour démarrer mes recherches? J'avais le registre de mariage qui indiquait quand même qu'elle était née à Kilrush dans le County Clare en 1841. La date, on le verra, est fausse puisque c'est plutôt, enfin non, c'est pas plutôt. Elle est née début janvier 1840 et j'avais son acte de décès qui indiquait qu'elle était morte à Wailu en 1880. Donc, Émile et Mary, ils se connaissaient depuis au moins fin 1860. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'ils se marient le 7 septembre 1861 à Nouméa, Mary Olander est enceinte de 7-8 mois et elle donne naissance à leur premier enfant, à Louis-Amédée, le 3 octobre 1861. Et pour moi, ils ne se sont pas. Mary Olander n'est pas venue seule à Nouméa. Elle a rencontré Émile Girard à Sydney. Pourquoi? Parce que j'ai une source qui indique qu'en novembre 1860, lorsque sa petite sœur est morte noyée à Sydney, elle était encore à Sydney. Or, Émile Girard était un commerçant. J'ai des sources qui indiquent qu'il faisait des allers-retours pour ses affaires entre Sydney et Nouméa. Donc, pour moi, ils se sont rencontrés à Sydney et elle l'a suivi en Nouvelle-Calédonie. Donc, de 1860, et Émile Girard, lui, il était déjà propriétaire à Nouméa avant 1860. Il était propriétaire d'une maison rue Sébastopol. Donc de 1861 à 1870, ils vivent dans cette maison rue Sébastopol. Et puis en 1870, Émile Girard achète une maison en bois avec dépendance à John Higginson, le grand commerçant anglais d'origine irlandaise d'ailleurs. Et ils y vivent jusqu'en 1877. Puis après, on verra, ils partent habiter à Wailu. Donc, Émile Girard, lui, il était. Les sources décrivent qu'il est débitant, qu'il est commis de magasin à Nouméa et que dès 1867, il est souvent absent. C'est marqué dans les sources parce qu'il est commis de commerce à Puebo et à Wegoa, donc dans le nord-est. Et je pense qu'il travaille avec Higginson, parce qu'ils se connaissent bien. Higginson est un de ses 4 témoins de mariage. Donc, lorsqu'ils vivent à Nouméa, ils ont 3 autres enfants. Donc, on a déjà parlé de Louis-Amédée. Ils ont Élise Marie en 1865, je vais y arriver. Marie-France en 1872 et Émile Gaston Édouard en 1877. Alors j'ai trouvé aussi une source assez extraordinaire. C'est donc le 16 août 1865, il y a une fête qui est célébrée pour Napoléon III, et c'est les premières courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie.
Et donc c'est un article qui est publié dans le Moniteur en 1865, qui fait 5 pages, qui décrit cette célébration. Il décrit les tenues élégantes des spectateurs, les tentes qui sont montées pour les rafraîchissements. Il y a 60 cavaliers, il y a 5 courses différentes. Et là, je vois apparaître? Eh bien, je vois apparaître le nom d'Émile Girard, qui montait capitaine, qui est arrivé 3e à la course de trot. C'est un événement qui a eu un écho, en tout cas dans le Pacifique, puisque un mois après, l'événement est décrit dans The Empire, et on voit à nouveau apparaître le nom d'Émile Girard. Donc on peut imaginer Mary Lander, qui est alors enceinte de son 2e enfant, dans les spectateurs soutenant son mari pendant la course. Donc selon moi, d'après le travail, les relations et les propriétés de Girard à Nouméa, on peut déduire que Mary et Émile avaient plutôt un bon niveau de vie à Nouméa, et Girard, même si j'ai pas trouvé de source à ce propos, faisait partie de cette bande de commerçants très connus à l'époque en Nouvelle-Calédonie. Pardon. Alors, à partir de 1876 et jusqu'à 1880, lorsque Mary meurt et Émile, lui, meurt en 1901, eh bien, ils vivent à Waialou avec leurs 4 enfants. Et je me suis demandé, parce que Waialou, à cette époque-là, est très isolé. On ne pouvait y aller que par bateau. Il n'y avait que quelques Européens qui y vivaient. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Émile Girard et Mary Lander étaient allés s'installer là-bas, alors qu'ils avaient leurs amis, leur travail, leurs enfants et leur maison à Nouméa. Alors cette date, 1876, correspond à une période de grands changements. Tout d'abord avec l'ouverture en 1875 de la mine de nickel Bel Air, qui appartient à John Higginson et qui occupe, c'est une très grosse mine, elle occupe 70 ouvriers en juillet 1877. Et c'est cette ouverture de la mine de Bel Air qui entraîne la délimitation et le cantonnement en novembre 1876 des terres Kanak. Et Émile Girard connaissait bien la côte Est, on l'a vu, il était commis de commerce dans le nord-est, et il avait aussi un baleinier, donc il pouvait se déplacer facilement. Donc la première carte de Waialou établie par le service topographique en 1877 montre qu'il avait acheté de nombreuses parcelles que j'ai délimitées en rouge sur la carte, et donc dans la basse vallée de Waialou. Et on voit que les terres de Girard entourent la mine Bel Air que j'ai délimitée en vert. Donc il construit, donc ça c'est des photos des frères Dufty qui datent de la fin du 19e siècle. Donc il construit une maison en dessous du Fortin, sur la rive de la rivière de Waialou. Il construit aussi une ferme, un magasin, un restaurant, et puis ensuite un hôtel. Et donc là, on voit donc la photo est intitulée Waialou établissement Girard. Donc on peut pas se tromper. Et on voit voilà, sur la deuxième photo l'établissement Girard dans le fond. Donc son magasin approvisionnait la mine en nourriture, articles divers, outils, et assurait le bon fonctionnement de la mine. Et les provisions pouvaient être acheminées par bateau depuis le delta, où les baleiniers étaient amarrés, comme on peut le voir sur la troisième photo. Alors le restaurant de Girard était bien connu, puisque Jules Mauger, qui était un commis de la direction de l'intérieur, en parle dans son journal. Donc Jules Mauger, avant de rentrer en France, fait le tour de Calédonie et s'arrête à Waialou du 7 au 15 août. Et le 8 août 1878, il achète du tabac au magasin George Wright et il déjeune au restaurant de Girard, et il décrit plusieurs plats bien apprêtés, du bon vin, pour le prix, rien à critiquer. Il se borne à 3 francs par tête.
Donc Mary je l'ai dit, a habité avec ses 4 enfants donc pendant environ 3 ans, ce qu'elle rejoint Girard à partir de 1877 et elle meurt en 1880. Donc on peut l'imaginer aidant à la ferme, au restaurant, au magasin. Alors autre point, c'est la mort de Mary Olander qui m'a posé question puisque elle meurt le 7 mars 1880 et la déclaration n'est faite que le 24 mars et Émile Girard n'était pas présent. Donc pendant mes recherches, j'ai pu voir qu'en effet, Émile Girard n'était pas présent puisqu'il était à Sydney et il était en fait sur le retour. Il était sur le City of Melbourne à cette date-là. Et il y a eu un violent cyclone du 5 au 9 mars 1880. Donc je vous rappelle qu'elle est morte le 7 mars. Un très violent cyclone qui a dévasté plusieurs régions de la Calédonie, notamment Wailou, puisque plusieurs dépêches télégraphiques alarmantes en provenance de Wailou sont publiées dans le Moniteur et elles décrivent des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain et la destruction de nombreuses récoltes. Il semble donc plausible que Mary ait eu un accident pendant le cyclone. Et le fait que sa mort ait été déclarée 2 semaines après est finalement assez logique pendant cette période cyclonique, parce que le chef du 3e arrondissement devait s'occuper de choses plus importantes comme apporter aide et secours aux personnes touchées par le cyclone. Suite à la mort de Girard en 1901, c'est Maurice Linhart qui rachète la propriété, l'établissement Girard en 1902. Donc ça, c'est une photo qui date de 1945. Vous y voyez la maison donc d'Émile Girard. Et sur l'autre photo, vous voyez la famille Linhart sur le perron de la maison de Mary Olander et d'Émile Girard. Et le magasin Girard a été transformé en église protestante, en temple, et l'établissement Girard est devenu Doneva, en fait. Alors, quelle fut la vie de Mary Olander avant la Nouvelle-Calédonie? Et là, j'ai trouvé aussi tout un tas de sources assez incroyables. Donc Mary Olander, elle a été baptisée à St. Senan's Chapel à Kilrush, dans le comté de Clare, donc dans le sud-ouest de l'Irlande, le 30 janvier 1840. Donc je pense qu'elle est née tout début janvier 1840. C'est la fille de Susan Carey et William Olander. Elle est l'aînée d'une fratrie qui compte donc 2 frères et 3 sœurs. Et je pense que les Olander étaient d'une famille de classe moyenne qui avait une vie assez confortable, puisque lui était propriétaire, il était agriculteur et il avait aussi une boucherie sur Market Square, tout comme son frère. Mais la grande famine, évidemment, passe par là. Il passe la grande famine donc à Kilrush. Le comté de Clare est l'un des comtés qui est le plus durement touché par la grande famine, et la famille Olander décide d'immigrer. Ils sont assistés par le gouvernement britannique pour partir en Australie. Donc, ils embarquent sur le Bijapur en octobre 1852 à Liverpool. Et après 3 mois de voyage, ils arrivent à Port Jackson, à Sydney. Il y a une fièvre qui se déclare sur le bateau. Il y a 5 semaines de quarantaine. Il y a 56 enfants qui meurent, dont leur petite fille, leur petite dernière, Hélène, qui avait 5 ans. Sur les registres d'immigration que vous voyez là, il est bien spécifié qu'ils ne rejoignent pas de famille. Donc, on n'est pas dans le cas d'une immigration de chaîne. Ils arrivent à Sydney, ils ne connaissent absolument personne.
Alors c'est une bien triste histoire pour la famille Allender à Sydney. Susan, la maman, meurt 1 an après être arrivée. Et William Allender, le père, lui, est emprisonné quelques mois après être arrivé. Et il est transféré dans différents hôpitaux psychiatriques où il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Il est quand même mort à 81 ans. Il a passé 45 ans en hôpital psychiatrique. Donc, quand on regarde son medical case, on voit qu'il souffrait de troubles délirants. Et à partir du moment où il est emprisonné, il n'a plus aucun contact avec sa famille et avec ses filles. Par exemple, dans l'acte de mariage de Émile Girard et de Mary Allender, il est spécifié que ses 2 parents sont morts. Voilà. Alors, les 3 filles se retrouvent seules. Elles ont Mary à 13 ans, Julia à 11 ans, Margaret, elle a 9 ans, et elles se retrouvent orphelines dans une ville inconnue. Et c'est assez surprenant parce que leur nom apparaît dans les journaux de l'époque. Alors, assez régulièrement, faut pas exagérer non plus, mais donc Mary Allender, par exemple, elle est arrêtée pour avoir volé des vêtements, et puis elle est acquittée. Donc ça, c'est en août 1853, donc c'est juste après que son père soit incarcéré. Et sa sœur Margaret, la plus petite, son nom apparaît assez régulièrement dans les journaux de l'époque. Donc je rappelle quand ses parents, quand elle se retrouve orpheline, elle n'a que 9-10 ans. Et elle est épileptique, ce qui à l'époque à partir du moment où vous étiez épileptique, c'était une maladie peu connue, donc on vous envoyait en fait en hôpital psychiatrique. Donc étant orpheline et étant épileptique, elle a aussi passé le reste de sa vie dans différentes institutions dont elle se sauvait très régulièrement. Et à chaque fois, elle était reprise et réenvoyée dans ces institutions. Donc on voit là, par exemple, dans le premier article de journal que j'ai sélectionné en 1959, qu'elle est arrêtée pour vagabondage. Et donc le journal spécifie que c'est une orpheline et que personne ne s'occupe d'elle à part la police. Et en novembre 1860, un accident tragique lui arrive puisqu'elle se noie à Sydney et qu'on retrouve son corps à Circular Quay. Il y a une enquête qui se déroule pendant 3 jours et le résultat de l'enquête, c'est que c'est un accident, que justement, comme en fait, il retrouve ses chaussures. Donc, la police pense qu'en fait, elle se nettoyait les pieds et qu'elle est tombée, qu'elle a eu une crise d'épilepsie et qu'elle est tombée et qu'elle s'est noyée. Et il y a donc un autre article de journal qui spécifie que ses sœurs au pluriel, her sisters, étaient encore à Sydney à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de conférence que Mary Allender à cette époque-là était encore à Sydney. Donc une vie très difficile pour Mary Allender, comme beaucoup d'autres Irlandais à cette époque. Donc elle a vécu la grande famine, elle a vécu la migration, perdu quand même pratiquement. Alors je n'ai absolument rien trouvé sur la dernière sœur, mais elle a perdu tous les membres de sa famille avec qui elle avait migré. Et puis elle vit une véritable vie de destitution dans la rue pendant cette époque à Sydney. Et puis elle rencontre Émile Girard, elle part en Nouvelle-Calédonie et puis c'est une nouvelle aventure qui démarre pour elle. Voilà. Alors pour terminer, c'est vrai que je travaille toujours, je complète mes recherches dans les archives, dans l'histoire écrite, avec des entretiens auprès des descendants afin de récolter l'histoire orale. Et puis les familles ont souvent aussi des archives personnelles qui ne sont pas dans les archives de la Nouvelle-Calédonie. Mais concernant la famille Girard, qui n'a absolument rien à voir avec les Girard de Vaux,
donc le Girard de Wailou. Et bien, comme vous pouvez voir, les 4 enfants, en fait, sont partis de Calédonie. Ils se sont installés soit en Australie, soit en France. Donc j'ai réussi à continuer un petit peu la descendance, puis après je perds le fil. Et bon, la généalogie, ça fait pas partie de mon travail. En fait, je suis pas du tout experte là-dedans et ce n'est pas c'est pas la généalogie en fait qui m'intéresse. C'est vraiment le reconstruire à partir des archives écrites et à partir de l'histoire orale. Voilà, je vous remercie beaucoup. On poursuit avec Gwenaëlle Murphy, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de La Réunion et qui a été notre collègue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Ces thèmes de recherche portent sur la justice, les violences, les rapports de genre, l'alcool dans les sociétés coloniales. Sa dernière publication nous a été rapidement présentée tout à l'heure aux côtés de Dominique Barbe, historien et ancien collègue de l'université également, sur le sujet du cannibale dévêtu, traces, récits, représentation de l'anthropophagie en Océanie du XVIIIe siècle à nos jours. Un ouvrage collectif publié aux presses universitaires de Rennes. Et sa communication d'aujourd'hui s'intitule Mary Jane Hennessy et Wanya, un mariage controversé à Lifou, 1863-1864. La parole est à toi, Gwen. Bien, bonjour à la Nouvelle-Calédonie d'abord, hein, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui sont présents, et puis merci Noémie d'avoir retenu cette proposition, et bravo pour avoir mené jusqu'au bout ce projet de colloque. Je me rappelle bien des débuts de mon idée sur ce colloque, et félicitations pour avoir mené ça jusqu'au bout. Alors, je voulais en fait partager avec vous une trouvaille archivistique qui me paraissait intéressante, un petit peu originale dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Calédonie sur lesquelles je travaille. Et puis voilà, ça fera une petite contribution modeste parce que c'est une procédure judiciaire qui fait 4 pages dans les archives judiciaires. Donc, vous voyez, c'est assez modeste. Je vais vous la présenter, la contextualiser, puis essayer d'en tirer un peu quelque intérêt, voir quel intérêt on peut tirer de cette procédure. Donc, c'est une procédure qui, comme vous le voyez sur la première diapo, bien concerne une famille d'origine irlandaise, la famille Hennessy. C'est une demande en nullité de mariage, en fait, qui est déposée par un certain John Hennessy, qui est présenté comme charpentier à Chepenay et à Lifou, mais qui réside à Canala au moment où il demande cette annulation de mariage, le 19 octobre 1864. C'est une source qui se trouve aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez la référence ici, hein, dans les archives du tribunal civil de Nouméa, qui sera traité par ce tribunal de Nouméa. Et John Hennessy demande l'annulation du mariage entre sa fille mineure, Mary Jane, et l'ancien petit chef de Chepenay, qui s'appelle Wenya. Alors, pour commencer, d'abord, voir quelle est la présence des Irlandais dans les tribunaux coloniaux de la Nouvelle-Calédonie, pour cadrer de manière un peu plus générale. Bon, l'importance de la présence britannique en Nouvelle-Calédonie, elle est bien connue. James Cook, premier Européen entré en contact avec les Kanaks, des centaliers anglais-américains, dont certains laissent de précieux témoignages, James Paddon, qui marque les premières années de l'installation coloniale, John Higginson, figure majeure des débuts d'exploitation agricole et minière de l'archipel, et qui entraîne de nombreux marins marchant dans leur sillage qui s'installent en particulier à Port-de-France, qui devient ensuite Nouméa. Un témoignage, par exemple, celui du transporté Ernest Saint-Paul, qui a écrit ses mémoires un petit peu plus tard et qui a passé une dizaine d'années en Nouvelle-Calédonie. Il rapporte dans son journal, lorsqu'il sillonne les rues de Nouméa dans les années 1870, je le cite, c'est ses mémoires, pas son journal, sur 8000 habitants, le tiers se compose de libérés, l'autre tiers est anglais et le dernier tiers de français libres. Aussi, lorsqu'un nouveau débarqué arrive à Nouméa, est-il tout étonné quand il entre dans un café ou dans un magasin, surtout aux environs du quai de débarquement, de ne pas entendre parler français. Souvent même, il ne peut se faire comprendre. Le haut commerce est anglais, les hauts fourneaux appartiennent aux Anglais, l'exploitation des mines appartient aux Anglais, beaucoup de mineurs viennent d'Australie, de telle sorte que la jeunesse parle facilement les 2 langues, de même que la moitié de la population. Mais ça augurait plutôt bien pour la recherche, mais parfois, la recherche est un peu plus ardue que ce qu'on pense, selon l'entrée choisie. Et donc, parmi les milliers de procédures judiciaires coloniales de la Nouvelle-Calédonie que j'ai pu lire, à peu près 15 000, vous voyez, pour une autre recherche, parmi les dizaines de milliers de noms d'accusés, de victimes, de témoins que j'ai pu recenser
Dans ces documents, j'ai pu identifier une soixantaine de Britanniques, entre guillemets, repérés dans les archives, et seulement 5 Irlandais de manière plus sûre. Ces 5 Irlandais, alors on a Miss Connolly, d'origine irlandaise, qui comparaît devant la justice correctionnelle de Nouméa en 1857. Elle est présentée comme un agent de la maison Padone, établi sur l'île Nou, et accusé d'avoir porté des coups violents à son supérieur hiérarchique, petite amende de 50 francs. À l'échelon inférieur de la justice française, le tribunal civil répond à des demandes d'actes de notoriété, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'un acte d'état civil, mais qui ont émigré en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent pas accéder à l'original. Donc ils demandent une copie à la justice de paix. On en a deux. Mary-Kathleen Fitzpatrick, en 1861, demande un acte de naissance, et puis John Burke, qui est né à Clougan, qui, en 1875, demande à être naturalisé français. Une seule procédure criminelle qui implique un Irlandais, c'est Thomas Gibbons, en 1875, qui est accusé d'avoir tenté d'incendier une partie des mines de Balade où il est employé. Et il sera acquitté grâce au témoignage de plusieurs Kanaks qui se trouvaient avec lui et qui lui fournissent un alibi. Et puis, vous le voyez, je l'ai souligné en gras, au tribunal civil de première instance de Nouméa, ou aussi appelé la justice de paix, il y a une 5e affaire qui implique des Irlandais et qui a attiré mon attention dès sa première lecture. J'ai découvert cette affaire aux archives en 2018. Sur 4 pages d'archives très abîmées, qui sont devenues incommunicables depuis, vraiment, elles s'émiettent au sens propre du terme, eh bien, cette instance met à son ordre du jour de sa séance du 19 octobre 1864 la demande en nullité de mariage déposée par John Hennessy, charpentier donc à Chépéné, comme je vous le disais sur la diapo précédente, en faveur de sa fille Mary Jane, âgée de 17 ans selon la procédure, contre son mari Wenya, ancien chef de la tribu où réside le demandeur. Alors, ça m'a interpellé parce que entre 1859 et 1870, c'est un tribunal qui va traiter presque 500 affaires, 474, souvent liées aux situations familiales. Parmi ces affaires, 43 concernent des Kanaks, et la première affaire qui implique un Kanak, c'est justement la demande en annulation de mariage dont je vais vous parler. C'est une archive assez passionnante qui montre une famille irlandaise prise au cœur des enjeux de la conquête coloniale française des îles Loyauté, entre catholiques et protestants, entre Kanaks, britanniques et français, dans un conflit de normes juridiques qui mêlent la coutume, un code missionnaire et le code Napoléon. Alors, la source en elle-même, la source étudiée, c'est une plainte traitée par la justice de paix de Nouméa, car relative à l'état civil. C'est une instance qui a été installée en 1857, et la justice de paix, c'est un peu ce qui règle les petits litiges, les petits conflits. Si on prend le bulletin officiel, on voit sa mission, c'est faire respecter le bon ordre, la sécurité, la protection des étrangers, dans le cadre de procédures de simple police. Donc ça veut dire les condamnations, c'est pas la correctionnelle ou la criminelle, là c'est vraiment des petits litiges, des petits conflits. Les condamnations ne peuvent pas excéder 15 jours de prison ou 3 000 francs d'amende. C'était la première instance juridique française installée en Nouvelle-Calédonie et vraiment calquée à 100% sur les justices de paix qui sont en métropole. Il y a quand même des spécificités, notamment le juge de paix. Il peut statuer seul quand il y a des différends entre Français ou entre Français et étrangers, mais il lui est recommandé, surtout lorsque ces Français sont en conflit avec des Kanaks, de s'adjoindre, je cite, un juge indigène, aspect qui est estimé de toute justice. Alors ça se fait en Polynésie, ça se fait au Vietnam, ça ne s'est jamais fait en Nouvelle-Calédonie. En fait, aucun autochtone n'apparaît jamais parmi les juges, et les chirurgiens, les officiers de marine, les militaires composent la totalité des instances des tribunaux au cours de la décennie 1860, avant que la justice soit professionnalisée. Et par exemple, eh bien, pour la plainte de John Hennessy, elle est instruite par 3 militaires, Proust, président du tribunal, Billis et Chapoteau, qui servent de juges. Alors, vous le voyez ici, la procédure totalise 168 lignes. Elle est divisée en 4 parties inégales qui vont suivre en tout point, en fait, les normes judiciaires françaises. Le premier paragraphe, donc je vous ai mis des captures d'écran, puis j'ai pointé en rouge quelques noms, quelques faits qui me paraissaient importants. Donc le premier paragraphe, il présente brièvement les acteurs de la plainte, qui met aux prises, je l'ai dit, Hennessy avec l'ancien chef Wenya, tous deux résidant à Chépéné. Hennessy est défendu par un avocat commis d'office des Arnaud. Alors on le voit, je reviens sur la diapo précédente à droite ici, il y a une décision du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie d'attribuer l'assistance judiciaire gratuite à John Hennessy. D'ailleurs, on voit qu'il a quitté l'IFU et il s'est réfugié, entre guillemets, à Canala. On va comprendre pourquoi. On dit aussi, dans le deuxième paragraphe, qu'il est complètement dénué de ressources. Je reviens à l'archive. Donc, Wenya et Mary Jane sont absents, sans représentant, au moment où le litige va être réglé par le tribunal de paix. Le second paragraphe, vous avez à gauche ici, le plus long rappelle la chronologie de l'affaire, vous ne l'avez pas en entier. On apprend que le 23 janvier 1863, Mary Jane, mineure âgée de 17 ans selon l'archive, mais on va voir un peu plus tard qu'elle est encore plus jeune que ça,
contracte un mariage sous le rite protestant à Lifou, avec celui qui est encore le chef de la tribu de Chépéné. Et ce, je cite, c'est dans l'archive, malgré les protestations réitérées du père de la contractante. John Hennessy affirme avoir, dans sa déposition, avoir été victime, je cite encore, de violences et menaces graves qui n'ont cessé qu'en septembre 1863, c'est-à-dire quand il est parti de Lifou. Donc pour y mettre fin, il a dû se réfugier à Napoléonville, comme on disait à ce moment-là. Le paragraphe de la procédure expose également l'argumentaire de l'avocat en faveur de l'annulation. Desarnaud rappelle à plusieurs reprises que le consentement paternel a été extorqué sous la contrainte, ce qui invalide de l'acte, je cite, dans quelque rite qu'un mariage puisse être consacré. Le troisième paragraphe rend compte des conclusions des juges, livre le nom du pasteur qui a célébré l'union. On le voit, c'est pointé en rouge aussi, Samuel MacFarlane, bien connu dans l'histoire des loyautés. Et la lecture de ce passage est assez difficile, l'archive est en mauvais état, mais on comprend quand même, en dépit des origines des divers acteurs de ce mariage et de leur confession protestante, eh bien, il n'en demeure pas moins, selon les juges, soumis à la loi française, ce qui permet de considérer cette union comme, je cite encore, un contrat purement civil sur le sol français. Et puis, bon, le quatrième paragraphe, c'est les dépenses et la conclusion du tribunal, la décision, pardon, du tribunal. Alors, qui sont les acteurs de cette procédure? 4 individus cités dans la procédure. Le charpentier, le chef et le pasteur. Ici, c'est le titre de cette partie. Donc, on a John et Mary Jane Hennessy, le chef Wenya, le pasteur MacFarlane. La famille Hennessy, elle est connue, elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1858 et ses membres figurent dans le relevé des Irlandais émigrés dans l'archipel réalisé par le Cercle celtique de Nouméa. Je vous en ai mis un extrait ici, mais il n'y a pas toutes les informations sur la diapo. On sait que le plaignant John Hennessy, donc le père, est né en Irlande en 1811, où il a épousé Elizabeth Sloane. Les lieux de naissance de 2 de leurs enfants démontrent qu'ils ont quitté leur île, probablement au moment de la Grande Famine, puisque Mary Jane est née à Valparaiso, au Chili, le 27 juillet 1847, et que son frère William est né à Sydney 10 ans plus tard, en 1857. Une longue errance, donc, qui prend fin avec l'installation dans la colonie française, où les membres de la famille vont passer le reste de leur vie. Donc, au moment de son mariage, en fait, selon le relevé du Cercle celtique de Nouméa, c'est pas 17 ans qu'elle a Mary Jane, c'est 15 ans. Alors, le nom de Wenya, pour parler du chef de Chépéné, du petit chef de Chépéné, le nom de Wenya, il est resté dans la mémoire des habitants de Lifou, mais pas le nôtre, son frère aîné, qui est homonyme, donc le beau-frère de Mary Jane. Ce Wenya-là, il est lié à la mission protestante qui a été menée par le catéchiste polynésien Fao, surnommé l'apôtre de Lifou. En octobre 1842, Fao est autorisé par le grand chef Boula du Lossi, au sud de l'île, à s'installer à Chépéné, dont le petit chef est donc le frère du marié. Mais dans la hiérarchie des chefs de Lifou, il semble que Wenya soit plutôt inféodé à Ukeneso, dont il est le beau-frère, et qui occupe la fonction de grand chef du Wedge, au nord de l'île. Donc la présence de catéchistes protégés par Boula, elle va exacerber les rivalités, les conflits entre les chefferies de Jéhou, et la mort du vieux Boula, puis l'accession au pouvoir assez laborieuse de son fils à la fin des années 1840, accélère l'action protestante. Fondation de temples et d'écoles dans le Lossi. En 1857, Wenya, donc le frère du marié, considéré comme un chef influent, annonce sa conversion, et dans la foulée, bien, des pasteurs de la LMS arrivent à Lifou, le pasteur Pattesson en 1857, Baker et MacFarlane 1859, MacFarlane qui s'installe à Chépéné, dans la chefferie de Wenya. Donc, ce chef Wenya, il meurt en 1862, il est remplacé par son frère, donc le nôtre, qui épouse Mary Jane dans les mois qui suivent. Et selon la correspondance du pasteur MacFarlane, publiée par Raymond Lénart, eh bien, je cite, donc le chef Wenya, celui qui nous intéresse, il n'a pas une personnalité aussi attachante que celle de son aîné, mais il est honnête et il a du savoir-vivre. Il jouit en outre d'une certaine considération que lui confère son mariage avec une blanche, fille d'un centenier irlandais, et sa maison de style européen est propre et coquette. Donc la mention du pasteur révèle plusieurs informations. D'abord, ce mariage peut aussi être un calcul politique pour agrémenter la réputation de Wenya. Et puis, selon MacFarlane, il s'agit d'un chef européanisé dans son mode de vie. La différence d'âge, c'est une vingtaine d'années à peu près entre les mariés. Et puis, il semblerait qu'avant d'être charpentier, autre information, John Hennessy ait pratiqué le commerce du santal. Donc, Mary Jane et Wenya sont mariés le 23 janvier 1863 par le pasteur MacFarlane, Samuel MacFarlane. Nous avons photographié un peu plus tard ici, qui est né en 1837 en Écosse, ordonné pasteur en 1858, et les loyautés, c'est sa première affectation, donc il débarque à Lifou, où il va passer une dizaine d'années. Il inscrit son combat pour l'évangélisation des insulaires dans le contexte des luttes d'influence entre la France et le Royaume-Uni pour la domination des loyautés. Il a une activité qui est décrite comme brutale, pointilleuse. Il ouvre une école pastorale dénommée Britannia, fait flotter le drapeau anglais, fait nommer des policemen autochtones pour la stricte application du code Boula,
dont je vais vous reparler. Alors le contexte, je vais passer assez vite, mais l'affaire du mariage entre Wenya et Mary Jane se déroule dans ce contexte précis, qui est l'annexion des loyautés par la France. Le gouverneur Guillain utilise en fait les conflits liés aux confessions religieuses qui déchirent l'Ifou et qui déchirent les loyautés dans les années 1860 pour entamer en 1864 une véritable prise de possession qui se déroule d'un point de vue militaire essentiellement en mai-juin 1864. Le jour du débarquement de la première troupe militaire française restreinte en mai 1864, c'est le pasteur Macfarlane qui repère le navire français à l'horizon et le chef Wenya qui apporte des ignames au lieutenant Bourget en respectant l'usage des salutations canaques. Bon, je passe sur l'annexion de l'Ifou en mai-juin 1864, qui est connue, qui est documentée, et dont l'une des conséquences est la destitution par l'autorité militaire française des chefs protestants. Donc ça nous explique que dès la fin du mois de juin 1864, le chef militaire de l'expédition, nommé Testard, a destitué le chef Wenya. Donc c'est au moment où l'Ifou est sous la coupe des militaires français que le charpentier Hennessy, réfugié à Canala, demande que le mariage de sa fille avec l'un des chefs protestants destitués par la nouvelle autorité coloniale soit annulé. Évidemment, les deux faits ne peuvent pas être déconnectés, puisque quand il fait cette demande, eh bien, sa fille est mariée avec Wenya depuis 20 mois, mais la destitution de son gendre ne date que de quelques semaines. Alors, on en arrive à la décision judiciaire ou comment dénouer un conflit de normes en situation coloniale, pour reprendre le vocabulaire des juristes. Au-delà de ce contexte, donc, il y a un vrai conflit de normes qui apparaît. À quelle loi, à quel dogme étaient censés obéir Wenya et Mary Jane quand ils se sont épousés? Le code Boula ou le code Napoléon, la coutume kanak ou la loi française. Le conflit de normes que soulève ce mariage oppose, selon la procédure judiciaire, le code Napoléon à la coutume kanak. Mais la coutume kanak semble incluse ou diluée dans le code dit Boula, qui s'appliquerait aux tribus protestantes de l'Ifou à partir du début des années 1860, peu après l'arrivée du pasteur Macfarlane. En prenant modèle sur la Polynésie, eh bien, les missionnaires tentent d'influer sur les premiers codes de loi, on sait, promulgués par la puissance coloniale en Nouvelle-Calédonie, voire d'en instaurer eux-mêmes aux îles Loyauté en s'inspirant, pour ça que je l'ai mentionné ici, de ce qui se fait à Tahiti avec le code Pomaré en vigueur depuis 1819, et ça s'est fait dans beaucoup d'îles, beaucoup d'autres îles, polynésiennes, dont je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais inspirés par ce modèle qui s'est durablement implanté, les missionnaires des loyautés esquissent des codes similaires à Maré et à Lifou. Alors on n'a pas les textes de ces codes, ils n'ont pas été conservés, ou en tout cas les historiens n'ont pas vraiment accédé. Il y a quelques copies qui traînent dans les correspondances des résidents. On n'est pas sûr que ce soit vraiment fiable, mais selon le juriste Antoine Leca, je le cite, nulle part en Polynésie on est allé aussi loin qu'à Lifou, où l'impitoyable code Boula était garanti par des policemen qui ne reculaient pas devant les pires sanctions, bastonnades, pendaison à un cocotier, la tête en direction du sol pendant de longs moments, bannissement sur un îlot au large, sont rapportés par la tradition orale, donc d'après Antoine Leca. Alors côté français, depuis l'arrêté du gouverneur Guillain publié le 17 octobre 1862 sur l'organisation judiciaire de la Nouvelle-Calédonie, le code Napoléon, donc 3 mois avant le mariage, le code Napoléon s'applique tel quel dans tout l'archipel. Évidemment, quand le mariage est célébré par le pasteur Macfarlane à Chépéné 3 mois plus tard, c'est très peu probable qu'en l'absence de tout représentant de l'administration française à Lifou, ce code Napoléon soit connu. Ou alors comment les juges du tribunal de première instance de Nouméa vont pouvoir statuer sur le litige qui leur est soumis par John Hennessy. Et donc on revient à la source pour comprendre le dénouement de la procédure. Donc après le rappel des faits et de leur chronologie, il est précisé qu'aucun des 3 protagonistes n'est présent. Le seul porteur d'une parole ce jour-là, donc le 19 octobre 1864, pour dénouer cette procédure, cette demande d'annulation, c'est l'avocat commis d'office du père des Arnaud. Pour le juge Proust, il ne fait aucun doute que ce mariage, je cite, de la mineure Hennessy, fille légitime du demandeur, par devant un ministre protestant avant toute célébration civile, a été contracté contrairement à toutes les règles du code Napoléon. Le nommé Wenya, français depuis l'occupation, est justiciable des tribunaux français. C'est ce que je vous ai mis ici en numéro 1. En quelques mots, le code civil français et la prédominance de la loi du colonisateur est affirmée et l'illégitimité de la présence protestante est soulignée. Un peu plus loin, le juge rappelle que ce mariage a été extorqué au père, je cite encore, par menaces et violences graves, et l'avocat expose les faits dans le même sens que le juge, puis cède la parole au procureur impérial. Alors, au substitut, pardon. Pour sa part, le substitut explique que, je cite à nouveau, selon les usages admis jusqu'à ce jour, les Kanaks ont pu contracter le mariage soit entre eux, soit avec des sujets des puissances étrangères, sans remplir les formalités prescrites par la loi française, dont les obligations sous ce rapport ne leur ont pas encore été imposées. Donc là, c'est un rappel important. Si le code Napoléon s'applique à Lifou, comment peut-on se marier en l'absence de tout juge ou officier d'état civil sur l'île? Le substitut va contourner cet obstacle pratique en soulignant le fait
je cite, que sachant cela, le pasteur n'aurait dû tout simplement pas accorder le mariage, et que d'autre part, et il le rappelle encore, je passe à la diapo suivante, pardon, et que d'autre part, il le rappelle encore, le sieur Wenya est français, justiciable des tribunaux français, et donc que la loi de la puissance coloniale doit primer. Ensuite, on rappelle bien le non-consentement paternel qui est présenté comme subversif et immoral, en fait, le fait de d'avoir extorqué ce mariage, et puis le substitut également rappelle aussi que la cérémonie uniquement religieuse n'a aucune validité. D'ailleurs, il s'aventure aussi sur le terrain géopolitique en expliquant, par l'acte de prise de possession par l'empereur des Français de la Nouvelle-Calédonie et dépendance dont les loyautés font partie, ces îles sont devenues françaises, que par ce seul fait, le sieur Wenya indigène de Lifou est devenu français. Cette fois, donc, on voit ici que les loyautés qui sont encore disputées entre la France et le Royaume-Uni, eh bien, sont revendiquées à travers une petite procédure judiciaire, comme ça, au tribunal de paix de Nouméa. Donc, en janvier 1863, pas de résident, pas de militaire, pas d'agent de l'administration française à Lifou. Dès lors, comment se marier selon la loi française, c'était concrètement impossible. Mais les juges insistent, ce sont les derniers paragraphes. Désormais, les mariages coutumiers ou religieux ne suffisent plus. Il conviendra pour les Kanaks de se faire inscrire à l'état civil. Ils veulent même, vous voyez, faire jurisprudence en profitant de cette affaire. Et ils ordonnent, tout en bas de la diapo ici, je cite, la réintégration au domicile paternel de la mineure Mary Jane Hennessy. Et au cas de refus d'opposition du sieur Wenya, ce dernier se voir contraindre par tous les moyens que de droit. C'est une intrusion de la justice coloniale dans la vie privée d'un Kanak des loyautés qui constitue un cas assez rare dans les archives judiciaires lié au contexte politique, à l'origine de l'épouse considérée comme britannique, ainsi qu'à son âge, puisqu'elle est mineure. Pour conclure, alors ce conflit de normes dénoué dans l'enceinte du tribunal de première instance de Nouméa a-t-il connu un écho sur le terrain? Finalement, est-ce que Mary Jane est rentrée chez ses parents? Alors, aucune archive n'a été retrouvée qui aille dans ce sens, et j'ai à ma disposition que des documents d'état civil et une autre procédure judiciaire concernant Mary Jane un peu plus tardive. Alors, ce que l'on sait, c'est que les Hennessy sont restés en Nouvelle-Calédonie. La mère, Elizabeth Sloane, c'était en 1883 à Nouméa. Son mari John vient s'installer à Nouméa où il meurt en 1894 à l'âge de 83 ans. Leur fils William épouse en 1878 Eugénie de la Ville-Leroux et il exerce le métier de stockman. Et c'était à 73 ans, en 1930 à Nouméa aussi. Et puis Mary Jane, on ne sait pas à quel moment elle a quitté Wenya, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a épousé 2 autres hommes. C'est ce que j'ai retrouvé dans l'état civil. Johannes Schwarze, un caboteur allemand, dont vous avez l'acte de mariage, le petit extrait à gauche ici, en 1873, il meurt dans un naufrage au large des îles Salomon. Puis Théophile Quéret en 1885, un agent de police, époque à laquelle elle est domiciliée à la vallée du Tir. Alors pendant plusieurs années, elle va subir des violences conjugales de la part de Théophile Quéret, elle va porter plainte et obtenir une séparation de biens et de corps, puis un divorce en 1889. On voit dans la plainte en justice correctionnelle qu'il s'introduit par effraction dans sa chambre, il lui inflige des séries de coups violents, il l'injurie dans la rue, il la blesse grièvement au visage, lui casse un bras, il fait plusieurs mois de prison. Et le divorce est finalement prononcé en 1889. Et là, on apprend qu'elle a 2 enfants, Katie et Henry, qui sont confiés à sa garde. Et Mary Jane, elle meurt, c'est en bas à droite ici, le 2 février 1900, à l'âge de 53 ans. Alors, dans l'ensemble des archives judiciaires, et je termine, cette procédure de 4 pages, abîmée, parfois illisible, reste assez singulière. Elle rentre dans la catégorie des affaires qui forment une première pour des juges métropolitains, on l'a compris, non professionnels, peu expérimentés et qui doivent improviser. En lisant ces quelques lignes, l'archive donne à voir un aspect du basculement d'un territoire et de ses habitants dans la situation coloniale. Mais il manque des points de vue essentiels pour arriver à une histoire à parts égales de ce mariage annulé, ceux des mariés. Wenya et Mary Jane ne comparaissent pas. Leurs dépositions ne sont pas recueillies. Ils ne sont pas représentés lorsque l'affaire est traitée en octobre 1864. Finalement, les mariés restent silencieux pour l'historien. De fait, une information majeure nous manque. Cette jeune fille irlandaise, mineure, née au Chili, mariée à un chef kanak, protestant, par un missionnaire écossais sur une terre revendiquée par la France, était-elle consentante? Voilà, je vous remercie. On continue et on termine ce panel avec Nadine Ledilly, qui est une chercheuse indépendante, qui est généalogiste amateur depuis plus de 20 ans. Nadine s'intéresse plus particulièrement à l'histoire des migrations bretonnes à travers le monde, un sujet qui concerne directement sa propre famille.
Arrivée pour la première fois en Nouvelle-Calédonie au milieu des années 70, elle est définitivement revenue sur le territoire en 2008. Nadine est imprégnée de culture bretonne sous tous ses aspects depuis son plus jeune âge. Et c'est en compagnie d'amis passionnés qu'elle a créé le Cercle Celtique de Nouméa, dont parlait tout à l'heure notre collègue Gwenaëlle Murphy. En 2010, le Cercle Celtique a été créé. Et à l'image de nombreux cercles de danse traditionnels qui fleurissent un peu partout en Bretagne, au moment de la création du Cercle Celtique de Nouméa, le but au départ était de créer un groupe de danse et de musique traditionnelle d'Europe de l'Ouest. Mais au hasard des rencontres et des mobilités, l'association a peu à peu créé de véritables échanges culturels avec diverses communautés dites celtiques de l'environnement régional calédonien, notamment avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et sa présentation de ce soir porte sur la présence bretonne en Nouvelle-Calédonie, réalité au-delà des mythes. À toi. Bonjour, merci de votre présence déjà. Donc, on m'a demandé de m'attaquer à un sujet un peu vaste, on va dire. Donc, je vais essayer de résumer, d'aller assez vite. Donc, j'ai parlé de la présence bretonne en Nouvelle-Calédonie depuis les premiers arrivants, en fait, parce que les premiers là au niveau de la rencontre, les premiers arrivants européens. Enfin, il y avait pas mal de Bretons déjà qui étaient marins en fait par la marine. Je vais déjà commencer par définir ce que veut dire être breton. C'est déjà un premier point. Donc, être breton en France, donc au XIXe siècle, signifie être natif des 5 départements, je dis bien 5 départements de la Bretagne historique. Au XXe siècle, ça a évolué dans le sens où, avec l'émigration, on n'est plus forcément natif de Bretagne. On peut être natif des lieux d'émigration, à savoir le Havre, Paris, et après l'Amérique du Nord. Enfin, tous les lieux où les Bretons ont immigré et continuent à se reconnaître comme Bretons. Voilà. Donc, je fais cette distinction parce qu'en fait, en Nouvelle-Calédonie, être breton, c'est un peu différent. C'est en discutant avec les gens qui s'intéressaient à la Bretagne, qui me disaient avoir des Bretons dans leur famille, parmi leurs ancêtres. Et je me suis aperçue, donc, en Nouvelle-Calédonie, le fait d'être breton n'est pas forcément être natif de Bretagne, ça recouvrait finalement le quart nord-ouest de la France. Par exemple, un exemple, il y a un marin qui s'appelait Joseph Chantreau, qui, selon la légende, serait l'ancêtre d'un quart de l'île de Marais, des gens de l'île de Marais. Alors je dis bien la légende, parce qu'on n'a pas vérifié. C'est un marin qui est arrivé donc en 1875 par le Bossuet, qui était marin au long cours et qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie donc pour se marier à Marais avec une indigène de Marais. Et ce marin, donc Joseph Chantreau, n'était en fait pas du tout originaire de Bretagne, il venait de Vendée. Un autre exemple, on a beaucoup parlé dernièrement du bagne, et notamment du bagne au niveau de ce que ça recouvrait au niveau des Mélanésiens. Et on en a beaucoup parlé sur l'exposition, la dernière exposition qui a eu lieu d'un certain Léon Genet, qu'on appelait le Breton Kanak. Alors, lui-même se nomme le Kanak breton, et c'est apparemment dans sa famille, on se définit aussi comme breton, sauf que le fameux Léon Genet en question était originaire de la région de Rouen. Et que quand on remonte les origines de sa famille, en gros, sa famille n'a jamais mis vraiment les pieds en Bretagne. Donc voilà, et je pourrais citer tout un tas d'exemples comme ça, aussi bien, on parle de Normandie, ça pourrait être la Mayenne, la Sarthe, enfin tout, je vous dis, le quart nord-ouest de la France. Voilà, donc ça c'était pour expliquer ce que veut dire breton déjà en Nouvelle-Calédonie. Alors,
Donc, je vais diviser cette présentation en 3 parties. Donc, la première partie, on va commencer par les vagues d'immigration en Nouvelle-Calédonie depuis le début, en gros, depuis le milieu du 19e siècle. On va vite zapper sur la Pérouse, les recherches après par d'Entrecasteaux. On sait, on a le musée maritime pour vérifier que tous les équipages qui sont arrivés pour rechercher le navire de la Pérouse étaient à 100% bretons quasiment. Donc ça, on va passer là-dessus. Voilà. Mais disons qu'à partir de ce moment-là, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a des vagues continues donc d'Européens qui commencent à arriver, dont dès le début des marins bretons surtout. Donc ça sera la première partie, les vagues d'émigration. Ensuite, on verra les particularités de la communauté bretonne en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a quand même des particularités récurrentes. Et après, on verra ce que en Calédonie, parce que généralement, on s'est approprié au niveau de tout ce qui est culture bretonne. Il y a un certain nombre de points aussi qui reviennent. Alors, au niveau des vagues d'immigration, donc, comme je le disais, on va passer tout ce qui est avant, on va dire, la colonisation. On va aussi zapper sur tout ce qui est baleinier et santalier, étant donné que c'était plutôt l'apanage de la marine britannique, des anglo-saxons, et on ne trouve pas particulièrement, enfin, personnellement, moi, je n'ai pas trouvé vraiment de baleiniers ou de santaliers bretons dans les archives. Alors, on va quand même parler de Théophile Frouin, donc la famille Frouin de Coumac, qui était le frère du Frouin, qui est arrivé, lui, comme marin de l'aventure, et qui était donc chirurgien sur un baleinier appelé l'Espadon. Ceci dit, ce Frouin en question, à ma connaissance, n'a pas vraiment mis les pieds en Calédonie. Ils étaient de la même famille, du même village en Bretagne, mais voilà. Donc, on va parler d'abord du rôle important de la marine française pour justement cette émigration bretonne, parce que le creuset de la marine française, enfin le recrutement principal, ça se passait en Bretagne. Le marin breton, ça n'est pas une légende, c'est vraiment une réalité. Et donc, l'armée française était le pourvoyeur principal depuis très longtemps. Il y a eu la Compagnie des Indes à l'Orient d'abord, et puis et ensuite, il y a eu les ports de l'Orient, le port de Brest. Enfin bref, la marine française recrutait quasiment essentiellement à cette époque en Bretagne. Donc, parmi ces Bretons, au début de la colonisation, donc il y a eu un besoin de recruter, enfin de recruter et de mettre des colons en Nouvelle-Calédonie. Et à partir donc de la prise de possession de 1853, et là, les premiers en fait qui se trouvaient sur place, ça a été ceux qui étaient là, c'est-à-dire les marins, qu'on a demandé à qui on a proposé de se démobiliser et de s'installer comme colons. Alors justement, donc dans ces premières familles, j'ai cité la famille Frouin j'ai l'ancêtre Frouin qui arrivait par l'aventure. Il était avec un compagnon comme le Lézour. Donc le Lézour, une famille qui est aussi connue ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc voilà. Donc ça a été parmi les premiers noms qu'on peut citer. Bon, il y en a d'autres. Je vais pas tous les citer. Voilà. Et donc en fait, il faut dire aussi que la plupart des bateaux au 19e siècle partaient de Brest. Donc ça c'est important parce que en fait le port de Brest a pris la prééminence de l'Orient à partir de 1853,
quand la Compagnie des Indes était avait quasiment disparu, la Compagnie des Indes qui était basée à Lorient, et donc la marine a commencé à se mettre en Bretagne, je parle, à s'installer sur Brest. Ensuite, à Brest, qu'est-ce qu'il y avait à partir de 1854 aussi, le Napoléon III avait décidé que le port de Brest deviendrait un port de commerce. C'est pour ça qu'en fait, à partir de cette époque, la plupart des vaisseaux de commerce partaient de Brest. Avant, la flotte de Napoléon III, c'était de la marine militaire, mais en fait, à partir des années 1860 et surtout 1870, quand le port était fini d'être construit, donc énormément de bateaux de commerce sont partis de Brest. Alors, ce qui fait que, il y a d'abord eu les marins qui se sont installés. Quelques marins, on parle vraiment de quelques dizaines. Il faut voir que en Calédonie, à l'époque, en 1850, 1860, c'était quasiment vide. La ville de Nouméa, en 1855, il n'y avait pas plus d'une centaine d'habitants. Enfin je grossis le trait, mais c'était à peu près ça. Donc voilà. Donc ça, c'était les marins démobilisés bretons. Ensuite, donc. Parmi ces marins, il y avait les marins démobilisés, mais il y avait aussi les administrateurs. Les administrateurs, donc, on trouvait beaucoup qui étaient, pareil, d'origine bretonne, parce que recrutés dans la marine, donc dont le gouverneur Guillain, par exemple, ou justement celui qui a été à l'origine de la construction de la ville de Nouméa, parce que à l'époque de la prise de possession, je rappelle quand même que la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie était dirigée depuis Tahiti. Et donc, on avait envoyé un administrateur pour commencer à construire le fort Constantine, donc au niveau de la ville de Port-de-France qui deviendra Nouméa. Et c'était un certain Testard qui était lui aussi d'origine bretonne et qui a, pendant les deux ou trois premières années où il était là, vraiment mis les fondations de Nouméa. Ensuite, donc il y a eu entre les marins, les administrateurs. On parle aussi au niveau de la marine, l'importance des officiers de santé. Parce qu'à l'époque, pareil, il y avait à Brest l'école de santé navale qui formait donc des personnels de santé, et ces personnels de santé étaient aussi sur les bateaux de la marine, et donc il y a eu tout un courant d'officiers de santé bretons qui sortaient de l'école navale de Brest ou d'autres écoles, mais qui partaient de Brest. Et parmi eux, on cite par exemple le docteur Guégan et le docteur Lescourt, qui sont quand même connus dans l'histoire calédonienne. Moins connu peut-être, il y avait aussi Victor Coudelou, qui a été le premier maire non élu de Nouméa de Nouméa dès 1859. Donc Victor Coudelou, qui a été maire très très rapidement, mais qui était à l'origine le premier pharmacien de la ville de Nouméa et qui était originaire de Rennes. Voilà. Donc donc cette diapositive montre l'importance de la marine jusqu'à aujourd'hui. Enfin, quand je dis jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'à ces très récentes années, avec cette coupure trouvée dans la France australe, où on parle d'un équipage breton à 100%. Enfin c'était quelque chose d'assez récurrent. Et voilà. Donc là-bas, j'ai mis le mémorial donc à Huon de Kermadec avec un de ses ancêtres, un de ses descendants, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a pas mal de descendants qui viennent encore visiter le monument. Donc il y en a eu encore un l'année dernière. Ça, je vous le dis en tant que généalogiste, mais il y a encore des gens qui viennent visiter ce monument, et malheureusement, quand ils arrivent sur place, on leur propose pas grand-chose, quoi. Surtout qu'actuellement, le monument est recouvert
est recouvert à marée haute, on ne voit plus rien, donc en général ils repartent assez déçus. Enfin ça c'était pour l'anecdote sur le tourisme calédonien. Ensuite, le deuxième grand courant, après les marins, le deuxième grand courant de Bretons qui ont beaucoup voyagé, qui sont beaucoup venus en Calédonie. Alors, on a déjà eu la présentation de Monsieur Barbet ce matin, qui parlait de l'importance du courant missionnaire. Alors, évidemment, le missionnaire breton, ce n'est pas non plus une image d'Épinal, hein, c'est une réalité. En Nouvelle-Calédonie, donc, on se rappelle surtout de la présence des pères maristes, dont la présence remonterait à 1837 dans le Pacifique. Et donc, pour vous donner une idée de l'importance numérique de ces prêtres présents, entre 1841 et 1870, il y a eu 129 missionnaires bretons, ce qui fait 23% de maristes dans tout le total des maristes français qui ont été envoyés donc dans le Pacifique. Et 31 se sont vraiment implantés en Nouvelle-Calédonie. Alors on se souvient, bon bien sûr, il y a eu le père Luneau, hein, la figure de légende, mais on a eu aussi plus près de chez nous le père Pierre Leroy. Je ne sais pas si des gens se rappellent du père Leroy dans le Nord avec son bateau Steredenvor qui allait aider les populations. Le père du Rumain, le père François Kerdron. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que le père mariste breton, c'est aussi une espèce de figure tutélaire en Calédonie. Le père Oreilly on a beaucoup parlé, hein. Donc moi j'ai réussi à retrouver pas mal d'informations justement grâce au père Oreilly. Mais à part les pères maristes aussi, on va quand même parler du rôle des sœurs missionnaires, très important en Nouvelle-Calédonie. Et donc on va parler des trois ordres principaux qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie et dont il y avait pas mal de sœurs bretonnes, même si les mouvements au départ n'étaient pas des mouvements bretons. Alors on parle déjà des sœurs missionnaires de la Société de Marie. Les sœurs de Marie sont présentes en Nouvelle-Calédonie depuis 1858 et les sœurs missionnaires les sœurs missionnaires bretonnes arrivent un peu plus tard, à la fin du 19e siècle. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, un noviciat avait été ouvert à Saint-Brieuc en 1881 et donc ça a permis à des sœurs bretonnes, après, de partir voyager. Ensuite, nous avons les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, dont les premières arrivées en Nouvelle-Calédonie datent de 1860. Et donc, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny étaient en fait la principale congrégation de sœurs bretonnes, même si la fondation n'avait pas du tout été créée par des Bretons, créée par la mère Javoué, qui était, je crois, de Côte d'Or, quelque chose comme ça. Mais en fait, la mère Javoué avait décidé de prendre Brest comme capitale, en fait, pour pouvoir justement envoyer les sœurs missionnaires depuis le point où partaient tous les bateaux. Donc elle s'installe à Brest, ouvre un noviciat, et peut-être on se souvient ici de sœur Marie Othilde, de son nom Marie Raguenès, qui était native de Plouzané dans le Finistère et qui a été donc mère supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph de Cluny entre 1919 et 1928, et qui a passé 25 ans de sa vie en Nouvelle-Calédonie, avant au service alors des femmes déportées, des écoles. D'ailleurs, les sœurs se sont énormément occupées d'éducation. Elles ont eu un rôle énorme au niveau de l'éducation. Et donc, cette sœur, Marie-Othilde, a été rappelée à la maison mère et elle est devenue supérieure générale en rentrant en France. Ensuite, on va parler aussi de
les petites sœurs des pauvres. Alors les petites sœurs des pauvres, en fait, n'étaient pas, qui étaient en Nouvelle-Calédonie, n'étaient pas spécialement bretonnes, mais par contre, le mouvement a été créé par Jeanne Jugan, qui était native de Cancale et qui est devenue ici une figure, enfin une légende, quoi. Hein, on en parle. Elle est vénérée par pas mal de monde. Donc voilà. Ensuite, on va parler de le troisième courant concernant les Bretons. Passe par les courants de colons libres et par la colonisation pénale. Alors, je vais commencer par la colonisation libre et je voudrais je voudrais quand même redresser un petit peu la vérité sur ce qui a été dit concernant une émigration collective dans les années 70, enfin exactement en 1872-73. Qui a donné lieu à une exposition dans les années 2000 où il y aurait eu 400 familles, 371, je redresserai les chiffres après, qui auraient immigré donc en Nouvelle-Calédonie et qu'on aurait envoyé à Gomène. Des familles essentiellement bretonnes de la région de Brest. Alors, pourquoi ? Bon, c'est à moitié vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, donc dans les années environ 1871, il y avait un affairiste appelé André Marchand, bien connu ici notamment pour la faillite de la Banque Marchand, enfin, pour tout ce qu'il a fait entre 1870 et 1880. Donc justement cette faillite de la Banque Marchand. Et entre autres, il avait décidé. Enfin, il avait acheté des propriétés dans la région de Gomène, du côté du Cap des Verdes, par là vers Théoudier, et il s'est dit je vais mettre des colons là-bas. Alors son premier projet au départ c'était mettre des Chinois et des Indiens qui seraient plus ou moins plutôt plus que moins contrôlés par des Européens, en l'occurrence des Alsaciens-Lorrains, puisqu'il y avait eu la guerre de 1870, et donc des gens avaient fui de la Prusse, enfin bon, voilà. Et donc ils voulaient envoyer tout ce monde à Gomène, sauf que ça s'est pas très bien passé, et donc en fait tout ce qu'il a pu trouver, enfin le rabatteur qui était chargé d'envoyer ces gens du côté de Gomène s'est retrouvé à Brest, parce que toujours pareil, pourquoi Brest ? Parce que c'est là que partaient les bateaux. Donc il s'est retrouvé à Brest et il a arpenté le port de Brest, ses faubourgs, Rélec-Kerhuon, enfin tout l'environnement. Et il a recruté des familles bretonnes qui étaient très pauvres à l'époque et qui se sont dit, après tout, pourquoi pas. Je rappelle pourquoi l'émigration bretonne. Hein, c'est comme pour les Irlandais, extrêmement de pauvreté, et donc la volonté de vouloir partir ailleurs vers un avenir meilleur. Et donc ce rabatteur se retrouve avec un certain nombre de familles bretonnes qui veulent effectivement partir vers la Nouvelle-Calédonie. Et donc ce chiffre de 371 qu'on voit un peu partout, 371 familles qui seraient venues, en fait, c'est un chiffre qu'on voit sur effectivement une pétition qui a été écrite par ces familles bretonnes qui disait que elles étaient 371 familles à avoir l'intention de vouloir venir en Nouvelle-Calédonie. Mais on ne sait pas du tout si elles sont arrivées. Alors pourquoi ne sait-on pas si elles sont arrivées ? Tout simplement parce que au départ, il y avait 3 bateaux affrétés. À ma connaissance, on ne connaît que les passagers d'un seul bateau, qui est le Cher, donc qui a fait l'objet d'une excellente publication de la Société d'études historiques de Nouvelle-Calédonie par Benoît Delvinquier.
Et dans ces passagers du Cher, en fait, on en recense à peu près 80-90. Bon, en faisant mes propres recherches généalogiques, bon, j'ai vu qu'il y avait un deuxième bateau qui s'appelait le Sumro, qui était effectivement arrivé à Nouméa. Moi, je n'ai pas personnellement eu la liste des passagers. Je crois qu'on continue à la chercher. Bon, je crois qu'on continue à la chercher. Je vais être obligé je vais être obligé d'aller plus vite. Et donc, en fait, voilà, on ne sait pas du tout. Le troisième bateau, le Saint-Marc, on ne sait pas du tout qui y avait dessus. Voilà. Bon, il y a eu très peu, en fait. Tout ça pour dire que parmi cette expédition cet envoi collectif de Bretons, c'est la seule expérience d'immigration collective. Et qu'on connaisse, pour en Calédonie, en général, l'immigration des Bretons se fait de manière individuelle. Voilà. Alors, quand même un mot pour dire que ce ne sont pas des immigrations définitives, puisque justement, parmi les passagers du Cher, mais la plupart sont repartis et sont revenus à Brest dans les années qui ont suivi, ou sont morts. Et bon, des familles qui ont réussi à résister, qui ont été identifiées. Il y a la famille Sillan, donc la famille Sillan qui a encore des descendants sur le territoire. Bon, il y a la famille Natoli qui est peut-être, je dis bien peut-être parce que j'ai pas encore la vérification, arrivée par le Sumro. Mais Natoli qui a donc donné des descendants, hein, qui a pas mal de descendants sur le territoire. Et puis pour le Saint-Marc, donc on ne sait rien. Sinon, donc l'immigration bretonne libre, c'est un mouvement totalement individuel, on va dire, hein, donc comme le reste des immigrants français. Ça, c'est pour la colonisation libre. Alors bon, je pense que je vais m'arrêter après la colonisation pénale, sauf que la colonisation pénale, pour dire qu'il y avait un gros pourcentage. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par Monsieur Barbançon, une excellente étude où notamment l'archipel des Forçats, où on s'aperçoit quand même que les migrants, les bagnards bretons étaient former une bonne proportion des bagnards en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi ? Tout simplement pour la présence du bagne de Brest, qui a été fermé seulement en 1858. Et donc il y a pas mal d'anecdotes, hein. Je vous invite à lire ce livre. On parle pas mal de ces bagnards bretons, non seulement l'Iphigénie, mais tout ce qui s'ensuit. Et une petite parenthèse quand même sur les communards. Alors bon, chez les communards bretons, en fait ils sont tous rentrés. Tout le monde est rentré en métropole au moment de l'amnistie. Bon, on a beaucoup parlé de Louise Michel, qui n'est pas bretonne, mais par contre, Nathalie Lemel était aussi une grande figure de la commune, est passée par la Nouvelle-Calédonie et a fait aussi l'objet, par exemple, d'un excellent roman de Frédéric Hollen, que je vous invite aussi à lire, et qui est décédé dans la région parisienne à l'âge de 89 ans, après une vie bien remplie. Voilà, alors tout ça pour vous dire. Alors j'allais passer donc aux particularités de la communauté bretonne, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Non, bon. Voilà, désolé, hein, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Alors, je vais demander, donc merci beaucoup, Nadine. Je vais demander à Gwenaëlle de se remettre en vidéo. Donc, on est très 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 en retard, comme vous pouvez le constater. Donc, on peut faire une dizaine de minutes de questions pour nous trois. Donc, je vous laisse. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Gwenaëlle, pour Nadine? C'est pour qui, Emma, la question?
pour Gwenaëlle. Ok. Donc, faut parler fort. Hein. Oui, j'avais une question sur la manière dont la dynamique de genre a influencé la situation de Mary Jane Hennessy ainsi que les procédures judiciaires qui ont suivi. Good luck. En fait, ce qui ressort surtout, c'est le fait qu'elle soit mineure. Hein. C'est ça qui fait que à aucun moment on va lui demander son. Voilà. Ce qui ressort surtout des archives, c'est le fait qu'elle soit mineure. Et donc, à aucun moment, comme elle a 15 ans, c'est marqué 17 dans les archives, mais en fait, en réalité, c'est 15. Comme elle a 15 ans ou 16 ans, à aucun moment on va la retrouver dans la procédure. Donc, il n'y a pas de. C'est vraiment. En fait, c'est un peu la limite de ce genre de document, c'est-à-dire que c'est très sec, les archives judiciaires. C'est vraiment le procès-verbal des minutes judiciaires. Et donc, ça écrase un peu tous les affects, ça écrase un petit peu toutes les expressions de genre, justement, hein, qui pourraient nous permettre d'avoir ces informations-là. Donc, vraiment, ce qui ressort, c'est qu'elle est mineure et qu'en fait, elle n'a pas le droit à la parole et que c'est son père qui parle à sa place, quoi. Voilà. Oui, bonsoir. Je voudrais remercier d'abord Noémie de nous avoir fait rentrer dans la vie de Marie Allender et de Jane Mary Hennessy, puisque nous sommes les descendants d'Irlandais en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes un groupe informel depuis 2021. Et ces deux personnages, bien sûr, ça nous intéresse beaucoup. Alors, je voudrais m'adresser à vous parce que dans la salle, nous avons bien sûr des descendants de Mary Jane, mais qui ne veulent pas prendre la parole. Et vous avez loupé, si je peux le dire, quelque chose, parce qu'elle a épousé aussi un monsieur Daran. Daran. Donc là aussi, il y a eu encore des enfants. Et par ce fils qui est né de ce mariage Daran, il nous a adressé la vie de Mary Jane. Et nous, par rapport à l'oralité, je dis bien de la famille, vous êtes dans les archives, mais c'est bien de mettre l'oralité que nous avons en contradiction avec. Apparemment, son papa l'avait donnée, offerte au grand chef quand il est arrivé, en contrepartie de bien s'installer sur l'île. Effectivement, elle avait 14 ans lors de ce mariage. Et donc, d'où la surprise aujourd'hui de découvrir avec les archives que c'est lui qui finalement s'oppose à ce mariage après. Donc ça, voilà, il y aura sûrement des choses à chercher, peut-être de vous et de nous, que ça vienne des deux côtés. Bon, moi, vous allez me dire pourquoi on s'est fait qu'en 2021 un groupe formel, alors que les Irlandais font partie depuis les premières arrivées européennes en Nouvelle-Calédonie. Finalement, je pense qu'il y a la véritable raison, c'est que nos aïeux avaient comme priorité de faire corps avec le pays. Je pense que les Irlandais se sont largement métissés avec les populations mélanésiennes et qu'ils ont conclu également des alliances interreligieuses au cours des différentes au cours des différentes générations. On a vu beaucoup d'Irlandais se marier catholiques et protestants en Nouvelle-Calédonie, ce qu'à mon avis on n'aurait pas fait en Irlande à l'époque, à la même époque. Donc, ce qui prévaut au final dans ces alliances, c'était de faire souche, de s'implanter dans le pays et de construire. Et finalement, le souci de se démarquer culturellement ne nous a pas été vraiment transmis. D'où l'intérêt de votre colloque aussi pour nous. Le seul véritable héritage, si j'ose dire, aujourd'hui des Calédoniens descendants d'Irlandais, c'est notre pudding qu'on retrouve sur toutes les tables calédoniennes des îles Loyauté à la Grande Terre. Voilà. Hein? Gwenaëlle, tu veux dire quelque chose sur la transmission orale par rapport aux archives écrites? Non, mais je remercie, Madame de son intervention parce qu'évidemment les archives sont très limitées en termes d'information et on sait tous que pour écrire l'histoire en Nouvelle-Calédonie comme dans le reste de l'Océanie, on peut pas du tout se contenter des archives, bien entendu. Donc, je voulais juste dire deux petites choses, puis poser une question à Madame au passage. Deux petites choses, c'est il y aurait sans doute
beau livre à faire avec les biographies croisées de nos deux Mary, là. Hein, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Et puis, ensuite, effectivement, où est la vérité là-dedans? C'est impossible à savoir. C'est-à-dire que la demande d'annulation de mariage, elle a lieu presque 1 an et demi. Enfin, elle a lieu 1 an et demi après le mariage en lui-même. Donc, il peut très bien avoir effectivement offert, comme vous dites, au grand chef quand il est arrivé sa fille. Enfin, ça, c'est pas évident, mais bon. Et puis avoir changé d'avis pour diverses raisons. Peut-être la manière dont elle était traitée, peut-être qu'il avait des regrets, je sais pas. Hein. Peut-être les relations qui sont détériorées. Enfin voilà. Et puis j'avais une question. Par contre, est-ce que vous savez à peu près de quand date ce dernier mariage ou ce mariage dont vous avez parlé, le 4e homme de sa vie finalement? Ah oui. On me dit que, en fait, elle ne s'est jamais mariée avec Dahan parce qu'il était bagnard. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas marqué. Mais elle a eu un fils descendant, etc. Mais par exemple, j'ai envie de vous dire que Marie-Jeanne Hennessy est considérée quand même à Marais comme une héroïne. Il y a un groupe musical qui a fait une chanson extraordinaire sur elle. C'est vraiment l'héroïne de l'île. Elle leur a beaucoup apporté, elle a été vénérée. Elle leur a appris l'histoire du drapeau blanc quand ils étaient en guerre tribale, etc. Vraiment, c'est une grande figure pour les Maréens. Et il faut savoir aussi que dans la descendance, ça je rajoute, nous avons la famille Nestline, qui est le grand chef de Marais, qui descend carrément des Hennessy aussi, de Marie-Jane. Voilà. Merci madame. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est une figure extraordinaire. Voilà. J'ai rien dit, moi. Bonjour. Ça serait pour savoir s'il y avait des genres de droits coutumiers avant par rapport aux juges qui intervenaient dans les tribus kanaks. Ça, c'est la grande question. Le droit coutumier il n'apparaît pas à cette époque-là, effectivement, dans les archives. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas appliqué, mais c'est une grande question des historiens comme des anthropologues, c'est-à-dire quelle place du droit coutumier à partir du moment où la justice française s'installe en Nouvelle-Calédonie. On suppose, on a quelques petits indices quand même dans certains procès, mais assez rares, hein, que la plupart des affaires en tribu, en clan étaient réglées de manière coutumière. Il y a quelques indices, mais vraiment très faibles. Mais on peut pas vraiment affirmer que c'était comme ça partout, quoi. Alors évidemment, là, on est au début de la période coloniale, donc surtout aux loyautés où l'administration française s'est pas encore vraiment installée. Donc le droit coutumier prévaut sans aucun doute à ce moment. Merci. Merci Gwenaëlle d'avoir été présent. Tu imagines bien à quel point ça me fait plaisir. Et merci à Nadine d'avoir été présente.